Allez, grand bonjour à tous, mesdames et messieurs. C'est comme ça, chaque jour, du lundi au vendredi, il nous incombe à nous d'allumer le feu des programmes sur RTI 1. Mais nous avons juste besoin d'une petite étincelle qui vient de vous. C'est juste tourner le bouton et nous voir. Et puis ensuite, on aura l'envie d'amorcer un très, très bon week-end. Et puis n'oubliez surtout pas, on a tous en nous quelque chose d'Amani. Wow. Bonjour Eva. Bonjour Marco, bonjour chez vous. La vie. Ça va bien? Oui, superbe. J'espère que vous êtes bien levé ce matin, que vous avez bien profité de votre week-end, qu'il a été surtout reposant et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine-là. Et nous, le programme, il est très, très alléchant ce matin. Tenez-vous bien, on parlera, comme tous les lundis, bien évidemment, de sport. Ce sera l'affaire de Patrick Guité, qui nous fera donc le point de l'actualité sportive ici en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. On aura également notre très cher Gabriel Zani qui sera de retour sur ce plateau. Pour son instant vérité, elle recevra M. David Kouadio Kwame, qui est président du comité de gestion des établissements scolaires, les fameux COGES. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Et puis en fin d'émission, on parlera de... Champignons. Champignons, et oui, dans la chronique, dans la thématique économie, il sera question de champignons et d'opportunités d'affaires. Car croyez-moi, on a tendance à négliger les champignons, mais il y a pas mal d'argent à se faire pourvu qu'on prenne donc cette activité au sérieux. Ce sera l'affaire de M. John Martin Segbo, qui est bien évidemment spécialiste du champignon. Sans oublier, je ne sais pas si ça se dit, on vérifiera. Sans oublier, bien évidemment, l'information qui tiendra une place importante dans cette matinale à travers le JT, bien sûr, la revue de presse. Mais on démarre tout de suite avec la titrologie de Fatim Djedje. Bonjour Fatim. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Très heureuse de débuter cette semaine en votre compagnie. Tout de suite, les titres de vos quotidiens et de vos hebdomadaires d'ici et d'ailleurs. Le journal gouvernemental Fraternité Matin, titre développement d'un nouveau CHR à Mans, c'est-à-dire un centre hospitalier régional et l'électricité pour 252 villages dans le cadre du développement local. Le quotidien publie aussi les recommandations de l'ICASA 2017 pour éliminer le sida en 2030. Le journal de l'opposition, Notre Voix, s'intéresse à la présidentielle de 2020 et titre « L'Union africaine exige une nouvelle commission électorale ivoirienne ». Le quotidien donne aussi la parole à un transgenre ivoirien qui parle à cœur ouvert. Allo Police, votre hebdomadaire des faits divers, révèle l'arrestation de policiers braqueurs. Plus de 1000 plaintes auraient été enregistrées contre eux, bien évidemment. Tout autre sujet, à la une de l'hebdomadaire panafricain maintenant. Jeune Afrique affiche Khaled Nessar à sa une et titre au sujet de l'ancien ministre algérien de la Défense, Hassan II, Boumedienne, Kadhafi, Chadli, Ben Bella et moi. Il publie le premier tome donc de ses mémoires. Le mensuel Diaspora News, titre, vous allez le voir apparaître, Emerson Mnangagwa, condamné à réussir là où Mugabe a échoué. Une autre personnalité ici est à la une du magazine avec un jeu de mots, la revanche du renard, au sujet bien sûr de l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de football. Et pour finir, l'hebdomadaire français l'Obs, cette semaine consacre un numéro spécial à Johnny Hallyday, 1943-2017, et oui, pour rendre hommage à l'artiste à l'instar de la France le week-end dernier. Allez, le détail des articles, c'est dans la revue de presse aux alentours de 6h25, je le pense bien, qui sera très politique. À tout à l'heure. Merci Timfa. Et puis en plus, très heureux de vous retrouver également, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est le 11 décembre. Attention, attention, les fêtes s'approchent. Déjà, la ville s'empare d'une certaine frénésie. À tous les coins de rue, il y a un sapin. Vous avez aperçu donc Fatim, magnifique, avec le sapin dans son dos. C'était très beau. Si vous avez des photos de décoration, tout ça, envoyez-les-nous. On se fera un plaisir de les diffuser. Aujourd'hui, c'est bien sûr la journée, c'était la journée des droits de l'homme. Madame Eleanor Roosevelt, aux États-Unis, donc présidente de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme, tient une affiche de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est la photo là. Et puis, voilà, je rappelle que la Déclaration des droits de l'homme a 70 ans. Et puis aujourd'hui, c'est la journée
international de la montagne. Comme tous les 11 décembre, on salue tous ceux qui nous regardent depuis l'ouest montagneux de notre beau pays et surtout aux alentours du mont Nemba, qui est le mont le plus élevé de notre pays, qui fait 1700. Alors là, il y a tellement longtemps que j'ai quitté l'école primaire, c'est vrai que ce sont des choses qu'on apprenait par cœur, mais qui ne restent pas forcément. Mais en tout cas, c'est plus de 1700. Le mont Nemba, le mont Tonkuyi, le mont Tonkuyi. Le mont Peko? Oui, le mont Peko, le mont Tonkuyi. Ah oui, je pense qu'il était célèbre pour autre chose, ce mont-là. Enfin, allez, un peu de on gym rappelle maintenant. donc, très bien, on passe à la gym et puis on revient. On va gravir les montagnes en gym, c'est parti. Bonjour chers téléspectateurs, je suis de retour pour toujours vous donner des exercices à vous couper le souffle après une bonne semaine de Strong by Zumba avec le coach Kadi à qui je fais un coucou au passage. Alors aujourd'hui nous allons travailler le haut du corps, pour ça il vous faut des haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, on répète à chaque fois des bouteilles remplies d'eau ou de sable, ça va faire l'affaire. Alors on part directement pour les échauffements, on fléchit légèrement les genoux là et on fait des rotations. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens, allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Alors, on prend nos haltères déjà. Premier exercice. OK, on va faire un T qu'on va refermer. On part là, on monte, on ouvre à nouveau les bras et on descend. Ça fait 1, on en fait 10. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, super. 3, 4, 5, super. 6, allez, courage. 7, 8, 9, dernier. Ok, super. Alors, vous prenez 10 secondes de repos, ok. Et puis, on repart encore pour un deuxième passage. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, super, 7, 8, 9, dernier. Ok, super. En principe, là, déjà, vous avez les trapèzes qui sont en feu. C'est justement l'objectif que nous recherchons, c'est de bien travailler toute cette zone-là, la zone des trapèzes, épaules, ok. Donc, n'hésitez pas à répéter ces mouvements chez vous. Le deuxième mouvement que nous allons faire aujourd'hui, regardez, on tend le bras gauche là, et le bras droit reste collé à la cuisse, et on le replie là, juste là. 1, et on repart, ok. On va faire ça 10 fois, 2 fois de chaque côté. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti, on lève le bras gauche, et 1, allons-y. 2, 3, gardez le coude collé au corps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier, et 10, super. Allez, on descend les deux bras, on lève le bras droit. Top, c'est parti. 1, le coude reste collé au corps. 2, 3, 4, 5, on tend bien le bras. 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on change de côté. Allez, on y va. Dernier passage. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendez bien le bras. 9 et 10. Dernier passage. Allez, bras gauche qui se plie. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, le dernier exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, pour cette série, travail haut du corps, regardez. Les bras sont sur les cuisses, là. On monte là, comme ça, et on pousse. 1, on redescend. 2, on va faire épaule et jeter. D'accord? Allez, on y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. On lève bien les coudes. Et là, on pousse. 1, 2, super.
En principe, les épaules, les trapèzes, ça travaille. 3. 4. Super. Allez, courage. 5. 6. Si vous avez du gras au niveau du cou, du dos, des trapèzes, c'est un très bon exercice pour vous permettre justement de renforcer cette partie. Allez, 8. 9. Dernier. Et 10. Super. Allez, on souffle. Répétez ces exercices chez vous à la maison. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. Yes. Merci, coach François. Fabrice. François, c'est mon père, monsieur François Boufoy. Oui, mon beau-père, à qui on fait un gros bisou en espérant qu'il nous suive ce matin. Alors, on l'a dit hier, c'était donc la journée des droits de l'homme. On va rappeler donc cette déclaration a en son article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et puis pour coller bien sûr à l'actualité, on rappelle que dans son article 4, il dit « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » Vous voyez bien de quoi je veux parler. C'est très actuel. Alors, bien évidemment, on a également droit à la santé, hein, il faut le dire. Et on va parler de ICASA, ce sommet qui s'est achevé. Donc, il s'est achevé. Une conférence, oui, voilà, c'est très intéressant. Voilà, achevé. Et il y a eu une sensibilisation des populations à Yopougon-Koweït et la direction de la protection de la jeunesse du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service en collaboration avec l'UNICEF et les jeunes leaders venus des pays du corridor Lagos-Abidjan sont allés sensibiliser les jeunes sur la nécessité de se protéger contre le VIH-Sida. À travers cette campagne, ils entendent faire prendre conscience de l'existence de cette maladie afin de les emmener à prendre les dispositions qui s'imposent pour l'éviter. Le reportage est signé Herman Niamniam. Pour cette campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida, la direction de la protection de la jeunesse, du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a quitté le lieu de la rencontre de la 19e conférence de ICASA au Sofitel Hôtel Ivoire pour se rendre au quartier Koweït dans la commune de Yopougon. En venant ainsi sensibiliser les habitants de ce quartier populaire, les initiateurs veulent leur faire prendre conscience de l'existence de cette maladie afin de les amener à adopter un comportement sexuel responsable. Le point de Koweït, terrain Romario, est exceptionnel parce que c'est un quartier précaire, j'allais dire éminemment précaire, où la vulnérabilité des adolescents et des jeunes est très relevée. Nous n'avons pas voulu aller dans les quartiers UP, quand bien même la vulnérabilité est partout la même. Mais nous sommes allés en direction de cette jeunesse pour dire que cette fête africaine où la science et le politique se rencontrent pour prendre des engagements, pour réduire la prévalence, surtout en milieu jeune et adolescent, où le taux est exponentiel, pour faire comprendre aux uns et aux autres que nous ne travaillons pas seulement que dans les cités propres, mais nous allons à la rencontre de nos cibles qui sont au fin fond de la Côte d'Ivoire, dans les hameaux et dans les quartiers précaires, pour qu'ils prennent conscience que les grossesses non désirées, les mariages précoces et surtout l'infection au VIH sont des fléaux qu'ensemble nous devons nous engager à essayer de l'éradiquer du milieu des jeunes. Pour cette campagne, la direction de la promotion de la jeunesse n'y est pas allée seule. Elle était accompagnée de l'UNICEF et les jeunes leaders des pays du corridor Lagos-Abidjan venus participer à la 19e conférence de ICASA. C'était important pour nous que les jeunes qui sont venus d'ailleurs viennent communier avec leurs pères du quartier profond de la Côte d'Ivoire et surtout d'Abidjan. Parce qu'ils sont arrivés, ils sont basés à Cocody et à Makori, mais il était important qu'ils viennent voir un peu les conditions de proximité et les jeunes qui sont dans ces quartiers, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à la lutte contre le VIH-Sida. La caravane a commencé de Lagos, qui était arrivé au Bénin, de Bénin, Togo, Accra, Côte d'Ivoire. Et ce soir, c'est une belle occasion pour nous de découvrir une population émergente ici,
Et c'est un apport pour nous de montrer à la population, de connaître son statut. L'objectif de la visite ce soir, c'est ça, c'est de démontrer ou bien de dire aux jeunes de cette population qui s'appelle Koweït, à Yopougon, de se faire dépister. Quand tu connais ton statut, ça te permet de prendre de l'avenir sur ton avenir. Outre la sensibilisation, il y avait également une clinique mobile pour permettre aux populations de faire sur place leurs tests de dépistage et aussi donner des conseils aux femmes pour qu'elles adoptent le planning familial. Un exercice auquel plusieurs personnes se sont soumises. Étant élève, je dois faire mon test d'abord pour pouvoir continuer mes études et puis en plus, en tout cas me protéger, quoi, savoir comment marcher. J'invite mes camarades élèves de venir faire les tests, les jeunes, parce qu'aujourd'hui les jeunes sont beaucoup en danger quand tu ne connais pas quand tu ne fais pas ton test. Maintenant, là, on ne doit plus avoir peur du sida. Le sida ne tue plus. Avant le sida, là, ça tuait. Mais maintenant, chaque 3 mois, tu peux prendre tes comprimés. Tu grossis. Tu vis normalement, tes cheveux ne tombent plus. Tu es normal, tu es une personne normale comme les autres. Les participants à cette campagne de sensibilisation se sont engagés à servir de relais auprès des populations afin que tout le monde s'implique dans la lutte contre le VIH-Sida. Merci à Herman Niamia et également à Guillaume Zéré, nos reporters qui sont toujours sur le terrain afin de donner des informations de tout ce qui rythme la société. Les portes donc de ICASA 2017 se sont refermées avec énormément de promesses et de moyens et on espère de tout cœur que le sida sera KO à l'instar donc de la pancarte que nous avons vue dans ce élément. Nous sommes bien sûr le 11 décembre 2017. Johnny Hallyday n'est plus. Il sera inhumé ce matin du côté de Saint-Barthélemy, une île qu'il aimait beaucoup, du côté des Antilles. Et puis, voilà, on a une pensée également pour toutes ces personnes qu'il aimait et pour ce grand artiste qui transcende la France. Le sport aussi fait partie des fondamentaux de cette émission. On va revenir sur la victoire logique du leader, la Tech Mimosa, sur l'Africa Sport. La logique a été respectée, logique avec grand L. Et on va parler également, certainement avec Patrick Guité, du tirage au sort concernant la Ligue des Champions. Il va y avoir du sport sur RTI 1. À Matin Bonheur, c'est parti. Bonjour Patrick. Bonjour Eva. Vous allez bien? Ça va très bien. bien. Levé ce matin? Bien entendu, oui. Alléluia. On démarre avec le taekwondo, Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire en bronze. Oui, les sélections nationales dames et hommes se sont adjugées de Côte d'Ivoire, bien entendu, se sont adjugées la médaille de bronze dans les différentes catégories de la Coupe du Monde par équipe qui s'est déroulée du 5 au 6 décembre dernier. C'était au Palais des Sports de Treichville chez les hommes. Après 2 succès sur le Niger et la Chine, la Côte d'Ivoire a buté sur la Russie en demi-finale sur le score de 73-44. Et chez les dames, la seule victoire d'entrée sur les États-Unis n'a pas suffi. Diomandé Banassa, les Ivoiriennes qu'on voit à l'image, et ses coéquipiers ont été défaites par la Corée en demi-finale, 59-35, pour finalement se consoler avec la médaille de bronze. Une performance pourtant satisfaisante pour les éléphants qui deviennent 3e nation, meilleure nation au monde au niveau du taekwondo, wow, derrière l'Iran et la Corée du Sud chez les hommes et chez les dames, derrière la Chine et la Corée du Sud également. On va vous dire qu'on a assisté à une très belle compétition au Palais des Sports de Treichville et on espère que ces 2 compétitions à la finale des Grands Prix et la Coupe du Monde permettront de booster, on va dire, le taekwondo. On voit à l'image ici M. Bamba Cheikh Daniel, très heureux, qui réalise des katas pour remercier ses athlètes. En tout cas, il s'est éclaté. Oui, oui, c'est bien éclaté au Palais des Sports. Il était très heureux, en tout cas au niveau de la réussite de l'organisation de cette Coupe du Monde. Et on lui tire franchement notre chapeau. Et puis, on espère que celui-là va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir le niveau de nos taekwondo-in. C'est un Américain qui prend la tête de l'équipe nationale de basket. Et bien entendu, la Fédération ivoirienne de basketball a nommé le 5 décembre dernier cet homme-là, Anthony Coleman, à la tête de la sélection nationale masculine. Cette nomination a été, on va dire, officialisée donc, le 5, même si est officialisée le 4, même si le courrier était marqué le 4 décembre, enfin le 5 décembre, alors que c'est le 4 décembre qu'on nous a envoyé le courrier. En tout cas, elle intervient, cette nomination, à un peu
plus de 2 mois du début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019. Les éliminatoires zone Afrique qui débuteront du 23 au 25 février 2018. Ce sera du côté de Maputo. La Côte d'Ivoire est dans le groupe D avec le Sénégal, le Centrafrique et bien entendu le Mozambique. Pour rappel, Anthony Coleman a 35 ans. C'est sa première expérience à la tête d'une sélection nationale. On espère que, il conduira les éléphants jusqu'à la Coupe du Monde 2019. On espère ne pas avoir le syndrome Sabri Lamouchi. Voilà. On passe au badminton? Oui, le badminton pour tous, Badminton for All, c'est un projet onusien qui a déposé ses valises, on le voit à l'écran, au lycée classique d'Abidjan-Cocody. Donc pour la maîtrise du badminton pour personnes vivant avec un handicap, les cadres de la Fédération ivoirienne de badminton ont reçu une formation internationale qui leur permet de former d'autres coachs. On va dire que la formation a regroupé les personnes ressources spéciales olympiques qui regroupent les athlètes déficients mentaux et les agents de la Fédération ivoirienne de sport, la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Merci. On va aller au pas de course parce que vous savez qu'on a débuté en retard. Oui. Football, déjà la 10e journée et la SEC a battu l'Africa 1-0. C'était hier au stade Félix Houphouët-Boigny. J'en connais deux sur le plateau qui seront très heureux de savoir que la SEC a battu l'Africa pour le 41e grand format en 20 ans à SEC Africa. Les Mimosas se sont appuyés sur leur attaquant, un nouvel attaquant, il s'appelle Touré Ahmed. Un but à la 76e minute a permis de faire le bonheur des Mimosas qui s'envolent au sommet de la Ligue 1. Ce n'est pas seulement la SEC qui a été victorieuse lors de cette 10e journée. Il y a également la FAD qui est allé battre la SOA Yamoussoukro 2-1. La Standard a été battu par le Sporting Club de Gagnoa. Stade Séoué, Boaké FC se sont achevés par un score nul et vierge, 0 but partout. La clôture de cette 10e journée, mais ça sera cet après-midi au stade Robert Champrou. Très bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Et on se retrouvera lundi prochain pour encore plus d'informations sportives. Merci. Pour l'heure, Fatim Diédié est installé, vous le savez, après la titrologie, c'est la revue de presse dans Matamodeur. Et ce matin, la presse s'intéresse à l'élection présidentielle 2020. C'est en Côte d'Ivoire. Et oui, une élection, c'est un homme face au peuple, mais c'est aussi le bon fonctionnement des institutions. Notre voix rapporte que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a fait injonction à la Côte d'Ivoire de réformer la commission électorale ivoirienne suite à la plainte d'une ONG locale. Alors pour eux, la CEI ne respecte pas les principes d'impartialité et d'indépendance requis par les traités, conventions et protocoles internationaux ratifiés par la Côte d'Ivoire. Et selon l'article, la CEI a été conçue comme un instrument politique qui est par essence partial pour accomplir une tâche administrative par principe impartial. Les membres délibérants de la CEI sont tous des politiciens nommés par les partis politiques qui les ont choisis. On peut penser qu'une fois nommés, ils pourraient délibérer avec impartialité puisqu'ils bénéficient d'une immunité de 6 ans. Seulement voilà, il n'en est rien. Ils le pourraient s'ils étaient financièrement autonomes. Or, ils ne le sont pas. C'est le gouvernement qui a le contrôle des ressources financières. L'Inter, lui aussi, s'intéresse à l'un des potentiels candidats pour 2020, M. Guillaume Soro. Samedi, devant 250 jeunes ici de toutes les régions et couches sociales, le président de l'Assemblée nationale a abordé plusieurs sujets d'actualité, dont ses ambitions présidentielles pour 2020, la réconciliation nationale et l'injustice. Parlant de la présidentielle de 2020, le député de Ferké souhaite un jeu électoral ouvert dans lequel tous ceux qui le souhaitent peuvent être candidats. Je le cite, « Ma conviction propre est que celui qui veut être candidat en 2020, qu'il le soit, c'est la démocratie et le peuple choisira librement. » Mais pour que Soro soit candidat, il faut que M. Alassane Ouattara ne le soit pas. Au moins, en croire Jeune Afrique il semblerait que ce n'est pas chose acquise. En politique, on ne dit jamais non. En lâchant ces mots, le président de la République savait qu'il laisserait cours aux spéculations les plus folles, feignant d'oublier ses engagements passés et le temps où il évoquait un départ de la présidence avant même la fin de son mandat, balayant ainsi les rumeurs sur sa fatigue et sa lassitude du pouvoir. Mais l'article s'intéresse aussi aux 2 anciens présidents de la Côte d'Ivoire, notamment Henri Konan Bédié d'Abidjan, où depuis Daoukro, le sphinx souffle le chaud et le froid, laissant croire qu'il peut à tout moment modifier le sort du pays. Et puis il y a Laurent Gbagbo, qui depuis la haie refuse de laisser émerger d'autres figures de l'opposition. Tous 3, finalement, règnent sans partage sur leur parti et
décide de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'on va s'arrêter là? Non, pas du tout, on y va. On y va. Courrier international propose un tour du monde en images. C'est parti, c'était le 1er décembre en Inde, lors de la journée mondiale de lutte contre le sida. Cet étudiant a peint « Répandez l'amour, pas le sida » sur son visage et dites « non au sida » sur sa main. En 2017, une personne est infectée par le VIH toutes les 17 secondes dans le monde. Le cliché suivant a été pris en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Abobo même. Cet homme tracte la carcasse d'une voiture sur une carriole. 5 jours plus tard, le gouvernement ivoirien a adopté plusieurs décrets visant à limiter l'âge des véhicules importés depuis l'étranger. Le prochain cliché se passe à Barcelone, en Espagne. Ces militants assistent au concert organisé par l'Assemblée nationale catalane, une organisation indépendantiste. Les élections du Parlement de Catalogne auront lieu le 21 décembre prochain. En France, maintenant, vous le savez, et c'était le 6 décembre dernier, le chanteur Johnny Hallyday est décédé d'un cancer des poumons. Il avait 74 ans. Un hommage populaire lui a été rendu le 9 décembre sur les Champs-Élysées. En 50 ans de carrière, Johnny Hallyday a donné plus de 3200 concerts, comme ici. Vous voyez à l'écran, c'est en avril 69 au Palais des Sports de Paris. Allez. Merci beaucoup, Fatim, pour ces informations. Merci beaucoup. On vous retrouve demain. C'était bien hier, ailleurs dans le monde, j'ai eu l'occasion d'écouter. Merci beaucoup, Fatim, qui déploie ses tentacules autant bien à la radio qu'à la télévision. Et c'est toujours un bonheur de la voir. Il est 6h pile, 27 minutes partout en Côte d'Ivoire, autant à Béoumi qu'à Tiemeleko. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Je suis Eva Amani en compagnie de... Marcelin Govoy. Le journal, c'est parti. Doussou Bakayoko en concert live, vendredi 8 décembre 2017 à 20h au Centre culturel de Ferké, samedi 9 décembre à 20h au Centre culturel de Katiola, samedi 16 décembre à 16h au complexe d'Anyama, dimanche 17 décembre à 16h au Centre culturel d'Abobo. Artistes invités, Yola. Et Saïrabi, Infoline 07 91 26 62 40 03 30 85. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Aujourd'hui, la matinée sera calme et froide de la limite centre-nord à la frontière nord du pays. On aura des vents secs chargés de fines particules de poussière dans ces régions. En allant vers les régions plus au sud, la brume humide et le brouillard provoqueront des réductions de visibilité tôt le matin. Après ce temps, nombreux seront les nuages qui envahiront le ciel de ces régions du sud. Les températures au lever de ce jour, 24 degrés pour Abidjan et à Diaké, 22 degrés à Bandoukou et à Boaké, 21 degrés à Daloa, 22 pour Dimbokro et Gagnoa, la minimale de 20 relevée à Korogo, 22 degrés à Mans, 21 pour Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 23 pour Sassandra et Tabou et 25 à Yamoussoukro. Aujourd'hui, l'après-midi sera très ensoleillé au nord de la Côte d'Ivoire. Les températures seront élevées sous un ciel dépourvu de nuages. Les régions de la bande centrale seront le lieu de rencontre entre vent de mousson et vent sec d'harmattan. Le sud forestier et le littoral verront les cumulus se développer par endroits pour donner des orages localisés. Après ce temps, le ciel redeviendra simplement nuageux. Les températures de cet après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 34 pour Bandoukou et Boaké, 32 degrés à Daloa, 34 à Dimbokro, 32 pour le Go, 34 à Korogo, 32 degrés pour le Tonkui, 34 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et à Sassandra, 31 pour Tabou et 33 à Yamoussoukro. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous et à chacun.
everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre a lancé dans la région du Tonkpi la première édition du festival Tonkpi Nidale, entendez réjouissance en langue danses et prestations artistiques. Amadou Gon Coulibaly a annoncé le projet de développement du président Alassane Ouattara pour la région. Mamadou Kwasi est notre envoyé spécial sur place. Le Tonkpi a battu le rappel de toutes ses filles et de tous ses fils dans leur diversité politique, religieuse et sociale pour la première édition du Tonkpi Nidale, festival de promotion des arts et de la culture dans. Cette première édition enregistre la participation de plusieurs peuples de la Côte d'Ivoire, alliés des dents. Et pour le président du conseil régional du Tonkpi, Dr Albert Mabrouk-Touakus, initiateur de ce festival, le Tonkpi Nidale vient renforcer les autres festivals pour le développement de la région. En effet, l'ambition du conseil régional du Tonkpi est de faire du Nidale un projet culturel fédérateur qui rassemble le peuple d'An, ses alliés et ses frères, ainsi que les peuples amis, en vue de valoriser notre culture et s'appuyer sur la puissance mobilisatrice des arts de la scène pour mettre en mouvement tout notre peuple en vue du développement et de la cohésion sociale. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, salue ce festival qui s'inscrit désormais sur le calendrier culturel ivoirien. Parrain de cette première édition du Tonkpi Nidale Festival et représentant à la fois le président de la République, haut patron, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly félicite le peuple d'An pour cette initiative de rassemblement des enfants de cette partie de la Côte d'Ivoire autour des valeurs culturelles. La tenue du festival Tonkpi Nidale remet au goût du jour la problématique de la culture et du développement et revêt donc un intérêt tout particulier pour le gouvernement. En effet, nos cultures et celles de valeurs fortes et essentielles qu'il nous faut promouvoir pour la construction harmonieuse de notre pays. Il s'agit notamment des valeurs civiques ou morales, telles que le respect de la chaîne des générations, du droit d'aînesse et du bien public. Des valeurs de paix et de cohésion sociale à travers la promotion du dialogue et des alliances à plaisanterie. Pour le développement de la région du Tonkpi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly annonce de grands projets pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Un nouveau CHR sera construit donc à Mans. Je note la demande d'étudier, compte tenu de la présence de l'université, que ce CHR nouveau, ce grand hôpital nouveau, puisse être considéré comme éventuellement la première tranche d'un CHU. Je peux également vous dire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de l'électrification de 252 localités qui le seront d'ici fin 2018 sur un financement de la BAD et qu'il y a 40 qui le sont donc déjà. Oui, donc début 2019, nous viendrons, ou le président général lui-même, pour venir lancer l'électrification de 252 localités dans la région du Tonkpi. Cette édition du Tonkpi Nidale Festival a pour invité spécial le peuple Atchan, venu des bords de la lagune de Prié. Cette rencontre a permis également au cadre de la région du Tonkpi de rendre les résolutions et les conclusions des différents colloques et forums économiques organisés dans le cadre de ce festival. Et puis du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la campagne de commémoration des 16 journées d'activisme contre les violences basées sur le genre. Pour la mise en œuvre de cet engagement, la Côte d'Ivoire a porté son choix sur le thème national « Mariage des enfants, agissant ensemble » et maintenant pour y mettre fin. À Daloa, les ONG nationales et internationales se sont réunies au cours d'une journée pour intensifier la sensibilisation dans la lutte contre tout type de violence qui sont une violation des droits de la personne humaine. Ngana Konaté.
La campagne nationale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre se poursuit à l'intérieur du pays. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, plusieurs partenaires y ont pris part, au nombre desquels le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, des ONG nationales et internationales. Une initiative qui a réuni divers participants, tous venus lancer un appel à la mobilisation citoyenne pour le changement de comportement. Nous luttons toujours, nous les imams. On dit ça dans les sermons. Violence aux femmes. Dieu même a dit dans le Saint-Coran, les femmes sont nos mamans. Donc je demande à tout le monde, la communauté musulmane, arrêtez de faire violence aux femmes. Bataille des femmes, j'interviens. Le mariage forcé, moi j'interviens. Et je vais même dans les domiciles pour leur prodiguer des conseils. À partir d'aujourd'hui, je continuerai encore le combat. Au cours de cette journée, les participants ont été sensibilisés sur l'établissement des relations saines à la maison et dans la communauté. Selon le chef de délégation de l'Union européenne, les droits fondamentaux de la jeune fille en Côte d'Ivoire sont encore menacés. En Côte d'Ivoire, une femme sur 3 est excisée. En Côte d'Ivoire, une femme sur 10 est mariée avant l'âge de 15 ans et 40% sont mariés avant l'âge de 18 ans. Donc c'est des proportions qui sont absolument colossales et qui ne pourront changer qu'à travers l'éducation. Les ONG nationales appellent donc à la contribution et à l'union de tous les acteurs pour réduire, voire éradiquer les violences à l'égard des femmes et des filles, y compris le mariage des enfants. Les textes de loi existent. La Côte d'Ivoire a ratifié tous les textes. Mais il y a un problème. Il faut briser le silence. Pour qu'on puisse sanctionner, il faut qu'il y ait la dénonciation. Or, dans la réalité, la dénonciation est très difficile. Dans mon établissement, j'ai fait également l'objet d'un mariage forcé d'une fille de 11 ans, un monsieur de près de 58 ans. Et j'ai donc fait appel au procureur de la République de Mans par l'entremise de la clinique juridique. Donc ce monsieur a été donc arrêté, interpellé. Et aujourd'hui, la fille a repris les cours. Elle a eu donc son BPC brillamment l'année dernière et elle continue ses études. Elle est actuellement en seconde. C'est-à-dire que nous tous, là, nous devons nous mobiliser pour donc lutter contre ce fléau-là qui attend donc de gangréner l'éducation nationale. Les femmes et les jeunes filles qui ont pris part massivement à cette journée de sensibilisation ont été invitées à dénoncer les auteurs et complices de mariage d'enfants et à éviter les règlements à l'amiable. Le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, poursuit sa campagne de démoustication. Il était récemment à Agboville où il a procédé à la destruction des gîtes larvaires et à la pulvérisation. Le fait marquant de cette étape de la campagne, c'est l'appel aux populations d'Agboville à continuer le travail en procédant elles-mêmes au quotidien à assainir son milieu pour faire barrage aux moustiques vecteurs du paludisme. Delphine Bla. Depuis plus de 2 mois, sur toute l'étendue du territoire national, c'est cela la méthode du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. Destruction active de nids de moustiques et de moustiques adultes. Mais cela ne saurait suffire pour éradiquer le paludisme si les populations elles-mêmes ne s'engagent pas dans la lutte. Pour les impliquer ici, à l'étape d'Agboville, le PNLP a rendez-vous avec toutes les forces vives du département. Les noix de coco, les coquilles d'escargot, tout cela, il faut les éliminer. Il ne faudrait plus que ça reste à proximité de nos maisons. Parce que quand il y a de l'eau dedans, l'anophèle femelle vient pondre ses œufs dans ces eaux-là. Et ces œufs, au bout de 7 jours, vont éclore et vont donner des moustiques adultes. Ce sont ces moustiques-là qui sont à l'origine du paludisme. Identification des gîtes larvaires, les différents genres de moustiques, l'impact sur l'homme, la complication du paludisme, tout a été passé en revue pour donner aux populations d'Agboville les moyens nécessaires de se protéger contre cette maladie, première cause de mortalité en Côte d'Ivoire. Ce que je demande à la population d'Agboville, c'est de prendre vraiment au sérieux cette campagne de sensibilisation et de démoustication qui est en cours. Parce que c'est pour son bien-être, c'est pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Vraiment, on ne respecte pas. Mais à partir de ce moment, après cette opération, je pense que tout va aller mieux parce que nous allons sensibiliser toutes les populations. Après l'étape d'Agboville, cap sera mis sur la ville de Toumaudi, toujours avec le même objectif, impliquer les populations dans la lutte contre le paludisme qui a fait plus de 3000 morts en 2016 en Côte d'Ivoire.
C'est une œuvre autobiographique, un viatorien brésilien et sa trompette, écrite par un auteur, enseignant de formation et exerçant dans l'humanitaire par passion. Son nom, Hyacinthe Vianney Ndatien, qui à travers ce livre fort riche en anecdotes nous présente l'univers affirmé de sa formation scolaire à Saint-Viateur dans la ville de Boaké, une ville dont il parle avec tendresse. La dédicace de son œuvre a été l'occasion pour les anciens viatoriens de la promotion 1973, les Brésiliens, de se retrouver. Il s'est toujours plu à parcourir les lignes écrites par ses soins. Hyacinthe Vianney Ndatien, ancien de Saint-Viateur, institution scolaire, livre une tranche de sa vie. L'ingrédient principal, un viaticien brésilien et sa trompette. Brésilien parce qu'à l'époque, nous avions des Jeux olympiques à Saint-Viateur et arrivé en classe de 6e, chaque promotion devait prendre le nom d'un pays qu'elle adoptait jusqu'en classe de terminale. Et cela permettait donc de faire des compétitions sportives et autres. Trompette parce qu'à Saint-Viateur, nous avions une fanfare et j'étais membre de cette fanfare, je jouais de la trompette. Mais au-delà de son moi, l'auteur véhicule des valeurs d'une éducation, mais aussi d'une ville, Boaké. Je veux justement mettre en lumière la formation intégrale, la formation humaine que j'ai reçue en dehors des classes, parce que nous avions vraiment une formation suffisamment complète qui faisait que c'était tout l'être humain qui était valorisé. Des anciens de Saint-Viateur, dont le ministre de la Communication, heureux de se retrouver et de revisiter autour de ce livre leur tendre jeunesse. Nous sommes plus qu'une famille. Nous avons passé, je pense, plus de temps ensemble que ne le font certaines familles. Donc, j'ai toujours en moi cette part de Saint-Viateur. Hyacinthe Vianney Ndatien, écrivain, a consacré la plupart de sa vie à l'enseignement et à l'humanitaire. Après le livre, pourquoi pas, bientôt, la musique. Hier, dimanche 10 décembre, de nombreux paroissiens se sont réunis à la paroisse Saint-Albert-le-Grand, ici même à Cocody, pour célébrer la famille. En présence du nonce apostolique et de Madame Bédier, plus de 50 familles ont reçu la bénédiction du pape à travers des parchemins signés par François lui-même. Patricia Omouetia. Il y avait foule à la paroisse Saint-Albert-le-Grand pour la messe de célébration des familles. Plus de 50 familles ont reçu la bénédiction papale ce dimanche. Vivre une messe en famille, c'est exprimer la joie, le bonheur de célébrer ensemble le sacrifice du Christ. La fête des familles a été créée afin que chacun prenne conscience de l'importance de la famille comme lieu d'épanouissement. Et sans solidarité, sans partage, nous ne pouvons pas bâtir la société. N'est-ce pas? Alors c'est la famille qui nous aide. Alors prions le Seigneur, demandons toutes les bénédictions possibles pour nos familles. Au cours de cette célébration eucharistique, l'homélie a rappelé l'importance de la vocation et de la mission de la famille dans toutes ses dimensions humaines et spirituelles. Il faut faire tout pour sauvegarder le côté divin de la famille. Parce que si nous tuons le divin, il ne reste plus que l'humain. Je demande à toutes les familles de sauvegarder le côté divin, que ce côté divin-là mène le côté humain à sa perfection. Pour ces familles, seul l'amour et le pardon peuvent aider à surmonter les obstacles. Dans un couple, la chose la plus importante, c'est d'abord l'amour, mais ensuite la tolérance et le pardon. C'est une très bonne institution de l'Église de célébrer les familles. Aussi, cela témoigne que dans la famille, il y a ce qu'on appelle la joie. Et c'est une communion. Pour la porte-parole, c'est un privilège que de célébrer la famille. Elle qui totalise 50 années de mariage, elle a livré le secret d'une vie épanouie. Pour ma part, avec plus de 50 années de mariage, je voudrais me permettre de dire à mes jeunes sœurs et frères récipiendaires du parchemin de la bénédiction papale que le secret d'une vie de famille heureuse repose uniquement sur l'amour et l'obéissance à Dieu, ainsi qu'à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aime ton Dieu et fais sa volonté et tu récolteras joie, bonheur et prospérité pour ta famille. Henriette Konan-Bédier a également fait un don à la paroisse Saint-Albert-le-Grand en rénovation depuis plusieurs mois.
Cette fête des familles a été aussi l'occasion de célébrer l'entrée de l'église dans l'Avent. Un mot de sport à présent. La SEC Mimosa s'est joué de son rival l'Africa Sport d'Abidjan hier dimanche 10 décembre lors de la 10e journée de la Ligue 1 disputée au stade Félix Houphouët-Boigny. Avec cette courte mais précieuse victoire, les Mimosas nantis de 25 points plus 17 sont leaders de la Ligue 1, tandis que les Aiglons, 5e avec 17 points plus 6, doivent désormais se battre pour enregistrer des victoires et espérer dans le même temps des faux pas de leurs rivaux. Au Kenya, la prestation de serment de Raila Odinga, reportée sine die. Le leader de l'opposition qui ne reconnaît pas la victoire d'Ouro Kenyatta avait annoncé la tenue d'une investiture parallèle mardi 12 décembre, jour de la fête de l'indépendance, laissant craindre de nouveaux affrontements entre les partisans de l'opposition et la police. Mais suite à de nombreuses pressions, l'opposant historique a finalement reculé. Nous allons refermer ce journal avec cette dernière information. Enlevée vendredi 8 décembre dernier, 5 employés d'une société qui sous-traite avec une entreprise chinoise l'installation de fibres optiques non loin de la localité de Nianfouké dans la région de Tombouctou au Mali ont été retrouvés morts samedi. Les 5 employés sont 4 Maliens et un Togolais. Selon plusieurs sources, il n'y a aucun doute, à côté de quelques coupeurs de route qui écument cette partie du Mali, de présumés djihadistes font régner leur loi à certains endroits. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI. Merci à vous, Mister Diaby. Merci On vous retrouve Merci beaucoup. Demain. À demain. Lui, il est polyvalent, il est là. Très bonne journée à vous. On va passer à présent à cette partie de l'émission que vous aimez bien, oui, son franc-parler, sa verve et surtout son rentre-dedans entre griffes. Son punch. Ne sont plus. Donc, voilà. Bon, sont connus désormais, hein, c'est Gabriel Zani pour Instant Vérité. Bonjour Eva, bonjour Marco pour ces compliments. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Matin Bonheur et bien évidemment dans Instant Vérité. Pour s'inscrire dans les lycées et collèges publics, il faut débourser 6 000 francs CFA et ce procédé se fait en ligne. Mais tout ne s'arrête pas là. Il y a encore d'autres frais à payer, entre autres des fascicules, des tenues de sport qui doivent être obligatoirement achetées au sein de l'établissement. Des frais annexes qui suscitent la colère, tant chez les parents d'élèves que du côté de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Dans le viseur, le COGES, accusé d'appauvrir les parents. Mais quel est donc ce comité de gestion des établissements publics? Que gère-t-il réellement? Que fait exactement le COGES dans les écoles? Mesdames et messieurs, pour répondre à ces questions, l'invité de Instant Vérité est monsieur Kwadio Kwame David. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Il est le directeur de l'animation, de la promotion et du suivi des COGES. Alors, monsieur Kwadio, pour bien commencer cet entretien, pour que nous soyons tous au même niveau d'information, monsieur Kwadio, dites-nous ce que fait exactement le COGES dans les écoles. Merci, madame. Les comités de gestion des établissements scolaires publics sont institués par l'État de Côte d'Ivoire au sein des établissements par la loi de la République de Côte d'Ivoire. Bien entendu, ce COGES a été créé en 1995 par décret et donc endossé par la loi de la République de Côte d'Ivoire. En son article 3, cette loi dit qu'il est institué au sein des établissements scolaires une instance chargée d'aider, d'appuyer l'administration scolaire pour un meilleur fonctionnement. Voilà. Alors, donc, c'est pour un meilleur fonctionnement des établissements que les COGES ou même l'école de COGES a été créé. Alors, donc, si les choses sont établies, comme vous le dites, si les choses sont sues, c'est par la loi que les COGES existent, pourquoi donc l'action mais les activités du COGES ou des COGES, ces activités-là sont décriées par les parents? Pourquoi y a-t-il grogne de la part des parents? Bien, donc je voudrais dire que
les comités de gestion sont organisés et au regard des textes, il y a des organes où siège chaque entité qui participe aux différents organes des COGES. Nous avons l'Assemblée générale des COGES. Cette Assemblée générale est présidée par un élu. Si c'est une école primaire, eh bien c'est le maire de la commune qui en est le président. Et donc, autour de lui, il y a tous les autres membres que nous allons citer tout à l'heure. Si c'est dans un établissement secondaire public, eh bien, c'est le président du conseil régional ou le gouverneur de district, eh bien, qui sont les présidents de ces AG. Alors, les écoles primaires, vous le savez que notre pays n'a pas encore l'entièreté de la communalisation. Les écoles primaires en dehors du périmètre communal sont également du ressort des conseils régionaux et des gouverneurs de district. Donc, cette assemblée générale est convoquée par ces élus locaux. Et c'est au cours de ces assemblées que les décisions se prennent. Ce sont des assemblées des parents, des assemblées des élèves, des assemblées des enseignants, du personnel d'encadrement. En tout cas, c'est toute la communauté éducative qui participe à cette rencontre. Normalement, si ces AG sont convoqués correctement par l'autorité, si tous les parents d'élèves, si les élèves qui font partie de ces assemblées participent à cette réunion, logiquement, il ne devrait pas avoir de débat, de discussion. Peut-être que... Expliquez-nous. Oui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut arriver, que ces différents organes ne fonctionnent pas parce que des acteurs qui sont convoqués ne jouent pas correctement leur rôle. Alors, quels sont les acteurs qui sont convoqués et qui ne jouent pas correctement leur rôle pour reprendre ce que vous venez de dire? La convocation de l'AG est du ressort donc, de ces autorités, du maire du conseil régional, eh bien, qui sont accompagnés par le directeur de l'école ou le proviseur de l'établissement qui assure les fonctions de vice-président. D'accord. Monsieur Kwame, oui. Monsieur Kwadjo, pardon, nous allons ici, je vais dire, mettre les cartes sur la table. Oui. Dites-nous exactement, quand on convoque une réunion des assemblées générales ou encore du bureau exécutif, est-ce que les parents viennent ou bien les réunions des assemblées ne sont pas convoquées normalement? Pourquoi on situe les responsabilités? Mais écoutez, moi, je pense que les parents n'ont pas à ne pas venir s'ils sont correctement convoqués. Pourquoi les parents, donc, qui doivent venir mais qui ne viennent pas? Pourquoi les parents sont toujours surpris des décisions? Vous avez vu à la récente rentrée ce qu'il y a eu comme remous sociaux pour cette histoire de COGES qui aurait donné des frais annexes et tout cela. On ne comprend pas. Expliquez-nous pourquoi cette couronne. Madame, je pense que si, je l'ai indiqué, si l'Assemblée générale, où on délibère, où on décide, où on donne mandat au bureau exécutif, parce que le bureau exécutif qui est élu est aussi constitué par des entités que j'ai indiquées. Donc, ça se déroule dans l'établissement scolaire, dans l'école. Le comité qui est institué là-bas fonctionne selon les règles qui sont établies par les textes des COGES. Donc, le bureau qui est élu fait un plan d'action triennal sur 3 ans. Le bureau est élu pour 2 ans. Et donc, à partir de cet instant, ces activités sont connues au sein donc, de l'Assemblée générale qui délibère et qui décide de ce que le bureau exécutif doit faire. Chaque année, à la rentrée, le bureau exécutif convoque, enfin, l'Assemblée générale est convoquée et le bureau exécutif présente son plan d'action annuel budgétisé. D'accord. Cette année, on va prendre encore l'exemple de cette année, ce qui s'est passé. Oui. Cette année, les parents se sont plaints tout simplement parce qu'il y a eu des frais annexes, des frais supplémentaires en dehors des frais suscités par l'inscription que l'État a décidé. Oui. Expliquez-nous pourquoi des frais annexes, pourquoi des frais supplémentaires? Alors, les frais qui sont levés au sein des COGES, au sein des établissements, il y a l'inscription en ligne. Pour le secondaire, il y a l'inscription en ligne.
Ensuite, lorsque cette inscription en ligne est réalisée, il y a des quotes-parts qui sont donnés à chaque entité. Dans l'établissement, il y a le COGES qui reçoit une partie et le chef d'établissement qui reçoit une partie. Alors, les COGES reçoivent une partie. Quelle partie? Mais ils reçoivent 950 francs sur les 5 000 de frais d'inscription. Et comme on appelle, le chef d'établissement reçoit ce qu'on appelle le fonds d'appui à la pédagogie, qui lui permet donc de réaliser un certain nombre d'activités. Et maintenant, lorsque ce fonds est réparti, le bureau se réunit pour voir la différence qu'il faut pour que l'école fonctionne correctement. Et c'est ça qui fait l'objet de levée de cotisation exceptionnelle approuvée en Assemblée générale. Et le montant dépend de ce que le bureau exécutif doit faire pour aider au fonctionnement de l'école. D'accord. Simplement, sur chaque inscription, estimée, comme vous le dites, à 6 000 francs CFA, le COGES perçoit 950 francs par élève. 200 francs sur l'achat des t-shirts, nous avons mené nos enquêtes. 200 francs sur les photos, sans compter ce que vous venez de dire, les cotisations exceptionnelles des parents, n'est-ce pas? Alors, supposons dans un établissement, dans une école, il y a 3500 élèves. Donc, ça fait 950 francs multiplié par 3500, 200 francs par 3500 et 200 francs par 3500, et puis une cotisation exceptionnelle peut-être de 5 000 francs, de 10 000 francs, multiplié par 3500 francs. Alors, c'est cet argent-là, c'est tout cet argent-là qui est géré par le COGES, n'est-ce pas? Oui. C'est tout cet argent qui est géré par le COGES. Alors, donc, pourquoi des cotisations exceptionnelles en dehors? Alors, vous avez fait un calcul qui intègre la cotisation exceptionnelle. Lorsque nous avons les inscriptions en ligne dans le secondaire sont réalisées, eh bien, il y a cette quote-part qui arrive, que vous avez si bien indiqué. Ensuite, il y a ce qui peut générer ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus, par exemple les photos, par exemple les t-shirts, que le bureau COGES initie comme activité. Donc, ce sont ces éléments-là, plus la levée de cotisation exceptionnelle, parce que ce n'est pas une levée de cotisation qui vient de façon automatique. Ces levées de cotisation viennent suite aux problèmes qui existent dans l'établissement. D'accord. Si la levée de cotisation exceptionnelle, supposons qu'elle est normale, donc elle a été, je vais dire, consentie par les parents et puis par le bureau exécutif du COGES. D'accord. Alors, pourquoi un monsieur dont je tais le nom ici, il a dit, j'ai inscrit ma fille au CEG de la commune. Je ne veux pas dire non plus le nom de la commune. L'inscription en ligne a coûté 6 500 francs au lieu de 6 000 francs. Ensuite, j'ai payé... Voilà. Ensuite, j'ai payé 9 500 francs pour avoir une fiche d'engagement obligatoire, sans compter la tenue de sport qui coûte 3 500 francs. Et certains professeurs, lors des prises de contact, ont demandé aux élèves d'acheter leur fascicule au prix de 3 500 francs. Expliquez-nous. Je pense que vous posez deux problèmes. Tout ce qui relève de la pédagogie, tout ce qui est didactique et autres, dépend des enseignants. Mais je parle du fonctionnement des COGES. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Mais les COGES sont chargés également de pouvoir vérifier tout ça, de pouvoir contrôler le bon fonctionnement des établissements, mais aussi la pédagogie, enfin pas la forme de la pédagogie, mais comment les cours sont délivrés pour éviter que les parents payent trop qu'il n'en faut. Non, je pense que il faut que vous compreniez ce que je soulève comme préoccupation. Le bureau COGES est supposé élaborer son plan d'action sur le projet d'établissement. Donc ce projet d'établissement devrait intégrer toutes les préoccupations qui nécessitent de l'argent, puisque dans les textes des COGES, il est dit, en dehors du budget de l'État, si on a recours à une quelconque cotisation, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle la cotisation exceptionnelle. Donc, toutes les préoccupations des établissements concernant, je peux dire la pédagogie, parce qu'on ne peut pas aller à l'école sans ces aspects, eh bien, toutes ces préoccupations doivent être prises en compte dans le plan d'action élaboré par le bureau qui est élu.
Donc, à partir de l'instant où ce plan d'action est adopté en Assemblée générale, eh bien, tout ce qui est demandé, eh bien, il est demandé aux parents d'assumer leur responsabilité et d'apporter leur contribution. Donc, ce que je vous dis, que ce soit des activités pédagogiques, que ce soit des t-shirts, si ça fait l'objet, et je dirais à ce parent, si il a été à l'Assemblée générale du bureau COGES et que ces problèmes-là lui ont été posés, eh bien, s'il est d'accord et qu'on sort de l'Assemblée générale, il est tenu donc de respecter la décision de l'Assemblée générale. S'il n'est pas parti, alors, eh bien, il se rend dans l'établissement, il interroge tous les acteurs qu'il a lui-même cités pour savoir à quel moment cette décision a été prise. D'accord. Monsieur Kwame, nous allons juste marquer une courte pause pour la réclame publicitaire. Ivoiriens, Ivoiriennes, population de Côte d'Ivoire, engageons-nous tous au changement de mentalité quant à l'utilisation des automobiles polluants afin de réduire les émissions de gaz d'échappement de nos véhicules qui affectent notre santé. Entretenons régulièrement nos véhicules, mettons hors de circulation les véhicules polluants, achetons des véhicules ayant des moteurs de bonne qualité. Usagers de Côte d'Ivoire, disons tous, stop aux véhicules polluants. Ceci est un message du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Infoline. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur et vous êtes, mesdames et messieurs, dans Instant Vérité avec Gabriel Zani, évidemment, et avec monsieur Kwadio Kwame David. Nous parlions des COGES, du fonctionnement des COGES. Mais malheureusement, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci à monsieur Kwame d'être venu sur le plateau de Instant Vérité et nous apporter ses explications sur la mission du COGES, ces comités de gestion des établissements publics de Côte d'Ivoire. Voilà, scolaire, public de Côte d'Ivoire, dont vous assurez la direction de l'animation, de la promotion et du suivi au niveau national. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi Instant Vérité. Restez avec nous, Matin Bonheur continue. Merci beaucoup à vous, Gabriel Zani. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et merci également à votre invité qui s'est bien prêté au jeu. Matin Bonheur, réalisation Soro, félicité, rédaction en chef, bien sûr, Kadi Fadiga. Nous allons amorcer maintenant la dernière ligne droite, c'est comme ça qu'on dit de notre émission, la culture du champignon. Quelle opportunité d'affaires dans le volet économie. En même temps, ça embrasse un peu l'agriculture. C'est toujours un plaisir donc d'avoir des personnes ressources qui nous donnent des informations qui nous font avancer. Alors, nous allons aller directement au film explicatif, après le jingle bien sûr, et nous allons revenir et discuter avec notre invité qui s'appelle John Martin Sego. C'est un
passionné de champignons et il en a fait son affaire. Depuis des temps immémoriaux, les paysans en Afrique comme ailleurs mangent des champignons. Ces aliments majoritairement cueillis dans la nature, considérés comme des condiments de haute qualité, étaient uniquement utilisés dans les festins. La culture des champignons est importante parce qu'il se trouve que selon la médecine, dans les champignons, il y a beaucoup plus de protéines même que dans la viande et le poisson. Donc je crois que si on développe, on cultive cela en plus grand nombre, je crois que ça va aider aussi la population, ça va donner aussi du travail à certaines personnes qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, cette ressource alimentaire permet de générer des revenus dans bon nombre de pays. Cultiver des champignons est devenu un potentiel économique à développer. On pourra dire que ça peut participer à la croissance de l'économie, puisque si cela est apprécié par la population, il peut s'avérer que d'autres pays peuvent en demander et ça peut être un produit d'exportation. Si beaucoup de personnes se mettent à cultiver les champignons, alors ça va relancer un peu l'économie pour que nos frères jeunes et nos mamans aussi puissent se mettre là-dedans et quitter un peu l'état de la pauvreté. Donc en plus de pouvoir nourrir des personnes, cela aussi peut contribuer aussi à donner les moyens et à aider aussi l'économie dans certains foyers. En effet, la culture de ces variétés comestibles peut se faire au départ sans grande difficulté et sans grand investissement initial, ce qui fait d'elle une belle source génératrice de revenus. Face au chômage, la culture des champignons est devenue un créneau porteur. Ce secteur est pourvoyeur d'emplois. Tel l'explique un pratiquant de cette activité qui y gagne même très bien sa vie. La culture des champignons est très importante pour moi parce que d'abord, c'est une culture qui est très facile à faire, et qui peut se faire dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'aller défricher la forêt pour faire la culture de champignons. On peut cultiver des champignons même sur cette terrasse, au garage, au balcon. Les avantages de la culture de champignons, c'est quoi? D'abord, le champignon est un produit ou bien une culture, ou bien c'est comme des légumes, mais très riche en protéines, très riche en vitamines et très riche en sels minéraux. Ça veut dire tout simplement que le champignon peut remplacer la viande. Et quand les enfants mangent les champignons régulièrement, ils ne tombent pas malades, ou bien ils tombent très rarement malades. Si nous faisons la culture des champignons à grande échelle, c'est vraiment une nouvelle filière qui va se créer et qui va apporter beaucoup à l'économie. Ma vision pour la culture des champignons, c'est d'aider la Côte d'Ivoire à devenir le premier producteur, premier consommateur et premier exportateur de champignons de la CEDEAO en 2 ans, 3 ans. Et c'est faisable. La récolte commerciale de ce complément de valeur au régime alimentaire est une affaire importante avec son commerce d'exportation dirigé par une forte et croissante demande de l'Europe et du Japon. Ceci est intéressant pour l'économie locale, fournissant ainsi un revenu monétaire important qui pourrait contribuer à réduire la pauvreté dans des secteurs où les possibilités de générer des revenus sont limitées. Wow. Voilà, de retour sur notre plateau avec notre invité du jour, M. John Martin Segbo, qui est spécialiste du champignon. Il y en a là sur ce plateau, donc on a quelques spécimens de champignons. Oui, tout à fait, on en parlera. Et il nous disait que c'était une culture déjà qui était très passionnante. Déjà, le champignon a des qualités nutritives qui sont indiscutables et puis culture également très rentable. Alors, M. Segbo, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser? Comment vous vous intéressez à la culture du champignon? Bon, disons d'abord qu'à l'université, nous avions étudié les champignons. Vous avez fait quoi comme formation? Je suis biologiste agroalimentaire. Okay. J'ai fait la microbiologie industrielle et tout ce qui rapporte à la biologie appliquée. Donc nous avions étudié les champignons à l'université. Et quand on est sorti de l'université, j'ai un ami qui a commencé à cultiver ça. Et bon, j'ai fait l'université de Kwame Nkrumah, l'université de sciences et technologies de Kwame Nkrumah au Ghana, à Kumasi. Et c'est là où j'ai rencontré un collègue qui, lui, a commencé à cultiver les champignons au Ghana. Et 2 ans, 3 ans après, il est venu me dire, ah tiens, mais bon, moi j'ai commencé là-bas, pourquoi on ne fait pas ça ici? Parce que le CFA est plus fort. Ici à Abidjan. Ici à Abidjan. Donc on a commencé par regarder autour de nous, dans les supermarchés, pour voir si ce champignon que nous voulions cultiver était déjà
en Côte d'Ivoire. Et on s'est rendu compte qu'il y a un grand supermarché qui en vendait déjà, qui importait. Et quand nous avions regardé ça, nous nous sommes rendus compte très vite que c'était fait avec des hormones. D'accord. Donc nous sommes partis rencontrer les responsables de ce grand supermarché pour leur dire, bon, tiens, vous avez des champignons, des pleurotes, c'est bien, mais ce que vous importez est fait à base d'hormones. Et nous pouvons cultiver le même champignon bio, sans aucun produit. Venant d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Voilà, venant d'ici, on peut le cultiver. Ils se sont moqués de nous. Vous, nègres, vous, comme ça, vous pouvez cultiver les champignons. On dit, bon, attendez voir. Donc nous sommes partis, nous sommes rentrés chez nous à Cocody, Bonoumé, et on a commencé la culture. Et le jour où on devrait, ça c'était en 96. Maintenant, février-mars 97, quand on devrait récolter le premier kilo, nous sommes repartis chez les mêmes personnes, dit bon, venez, le champignon est prêt. Donc nous avons récolté le premier kilo devant eux, en leur présence. Et on leur a offert sans dire, monsieur, bon, tenez, voici 1 kilo de champignons pleurotes. Cadeau. Cadeau, c'est pour vous. Maintenant, asseyons-nous pour discuter. Vous allez acheter ça à combien? Donc c'est comme ça que c'est parti. Okay. Alors, donc, l'envie, et va parler de l'envie de nous intéresser, car ça vient bien sûr du milieu estudiantin avec votre ami. Ensuite, vous êtes à Abidjan. De cette envie-là, il y a une opportunité d'affaires. Et ce qui me plaît dedans, c'est le courage que vous avez. Vous avez peut-être, sans le savoir, fait une étude de marché. Vous avez étudié un peu le secteur. Vous avez vu, par exemple, que dans ce supermarché, il y a des insuffisances que vous pouviez faire. Et c'est devenu pour vous une opportunité d'affaires. Ça, on va en parler tout au long de cet entretien. Mais combien, pour rafraîchir un peu la curiosité des uns et des autres, combien de variétés de champignons avons-nous? Et puis, est-ce qu'on en a assez sur le sol ivoirien pour, comme vous l'avez dit dans l'élément, dans 2 ans, faire boum? Bien. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs espèces de champignons que nous consommons. Je prends le cas de champignons qui poussent sur le palmier. Quand on a enlevé le bandier, quand c'est fini, il y a des champignons qui poussent sur le palmier. Et on appelle ça des volvers. Hein, ça, c'est le nom technique. Mais ce champignon est très riche. Et d'après les dossiers même de la FAO, ce champignon que nous avons dans notre pays est plus nutritif que certains champignons qui sont importés. Je ne veux pas mentionner le nom. Ah bon? Certains champignons, oui, qui sont importés en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, nous avons intérêt à même valoriser ce champignon, le champignon qui pousse sur le palmier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce champignon qui pousse sur le palmier, on peut le cultiver avec tous les déchets agricoles. Vous prenez la paille de riz, vous mettez les semences dedans, 1 mois, vous récoltez vos champignons. Okay. Vous voyez, donc c'est très intéressant. Et bon, j'ai sillonné un peu toute la Côte d'Ivoire parce que dans le cadre de mon travail avant, je voyageais beaucoup et je me suis rendu compte que chaque zone, chaque région a un certain nombre de champignons consommés. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Ah. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, les gens ne se sont pas intéressés à la culture des champignons, même à la faculté. Vous voyez, en 2003, il a fallu que je parte à l'école supérieure d'agronomie de Yamoussoukro pour leur montrer qu'on peut cultiver les champignons. 2004-2005, j'ai encadré encore 2 étudiants de l'université Nangui à Brokwa pour... C'est pas que les professeurs le savent, mais comment ça se fait, vraiment, personne ne le faisait. Bon, il paraît qu'il y a 20 ans, il y avait des Chinois qui prenaient la paille de riz pour cultiver les champignons, etc. Bon, mais aujourd'hui, c'est chose faite. On peut cultiver les champignons et depuis 20 ans, nous formons des gens pour faire la culture des champignons. C'est vrai que la culture des champignons n'est pas très répandue en Côte d'Ivoire. Les champignons qu'on consomme sont, on va dire, des champignons de griffes sauvages qui poussent comme ça au petit bonheur la chance sur les palmiers. Et puis, on ne cultive pas vraiment. Alors, pour cultiver du champignon, qu'est-ce qu'il faut? J'imagine qu'il faut un terrain bien particulier, une terre particulière. Est-ce qu'il faut beaucoup d'eau? Est-ce qu'il n'en faut pas du tout? En matière de ressources humaines, on va dire combien de personnes pour démarrer une activité champignonesque? Ok, très bien. La culture des champignons, on n'a pas besoin de la terre. C'est d'abord une culture essentiellement hors sol. On peut le cultiver sur des planches, hein, comme on fait les planches d'aubergine et autres, mais c'est beaucoup plus facile de le faire hors sol. Hors sol. Hors sol, voilà. Donc, nous fabriquons ou bien nous faisons des cases ou bien des bâtiments avec des planches et nous cultivons les champignons dans la sciure de bois. Bon, si je peux
Oui, allez-y. Voilà. Vous voyez, ça, c'est la sciure de bois. Oui. Hein, la sciure de bois, vous savez, quand on va dans les scieries, la sciure de bois, il y en a tellement. Oui. Je prends une certaine région que je connais très bien. Il y a 6 scieries dans cette région, à 100 km d'Abidjan. Il y a 6 scieries. La sciure de bois est là et des fois, ça prend feu. Vous voyez, des fois, ils jettent. On ne sait pas quoi en faire. C'est négligé. Très bien. Et donc, on peut ramasser tout ça pour cultiver les champignons. D'accord. Donc, on commence avec la sciure de bois. Nous avons déjà donc la sciure de bois ici. Et nous avons, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait déjà l'ensemencement. Si on peut peut-être avoir le... Vous voyez, le bout est tout blanc. Oui. Voilà, donc il y a déjà un champignon dedans? Non, les semences. Chaque culture a ses semences. Les champignons aussi ont leurs semences. D'accord. Il faut être technicien pour savoir où trouver les semences. D'accord. Pour aller un peu plus vite, il y a ça. Et donc, déjà, nous avons mis les semences dedans. Au bout d'un mois, tout ce sachet va devenir blanc. Quand tout est blanc, ça veut dire que le champignon est prêt à sortir. Là, on coupe cette partie. Et c'est un peu, ensuite, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça va devenir. D'accord, l'étape suivante. Donc, vous voyez ça comme ça. Étape 2. Voilà, donc vous voyez, ça commence à sortir là. Et là, c'est quelle variété de champignons? Des pleurotes. Des pleurotes. C'est très... Voilà. Les pleurotes sont les 2e, sinon 3e champignons comestibles cultivés au monde. C'est très prisé, hein, les pleurotes. C'est très prisé. Très, très prisé. Frais comme sec. Je vous ferai des omelettes aux pleurotes. Oui, et puis merci d'ailleurs pour les pleurotes que vous m'avez laissées. La dernière fois, j'ai fait une omelette, elle était super bonne. Voilà, donc maintenant, ça grandit, vous voyez, ça grandit, ou bien, bon, voilà, une autre étape, ça grandit, et voilà, c'est comme ça. D'accord. Je peux toucher. Voilà, oui. C'est passionnant. Hein? Vous voyez. Donc, c'est comme ça, et puis... mais là, c'est pas encore... le champignon n'est pas encore mûr, je vais dire. Non, si, ça, là, on peut déjà cueillir. Est prêt à cueillir. Donc, c'est la dernière étape, ça. Voilà, c'est la dernière étape. Je suis sûr que ça ne va pas quitter le studio. Non, du tout. Par contre, vous savez, vous connaissez bien. En tout cas, donc, qu'est-ce qu'il faut? On a vu ce qu'il faut. C'est une culture hors sol. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément de la terre, tout ça. Et après, je vais dire, est-ce qu'au niveau business, on va dire, est-ce qu'on arrive à rentrer facilement dans ces fonds? Comment ça se passe? Comment on s'organise pour que ce soit vraiment une opportunité pour ratisser le plus grand large, au-delà des supermarchés, au-delà et avoir même d'autres centres? Est-ce que vous vendez sur place? Dites tout à ceux qui, par exemple, aimeraient emboîter le pain. Et puis on dit aussi que le champignon coûte cher. Est-ce que c'est vrai? Oui, le champignon coûte cher parce que, bon, le kilo du champignon, aujourd'hui, nous vendons ça à 500 francs le kilo. C'est plus cher que la viande. Mais c'est parce que les champignons sont plus importants que la viande sur le plan nutritif. Vous voyez, aujourd'hui, à partir d'un certain âge, on dit bon, ne mangez pas de viande, des vertus thérapeutiques énormes. Et tout ça. Donc les champignons ont des vertus thérapeutiques énormes que souvent on ignore. Ouais, je prends le cas de pleurote comme pour le champignon qui pousse sur le palmier. D'abord, il est bourré de quoi? De vitamines. De protéines, de sels minéraux. Et les vitamines, c'est surtout les vitamines du groupe B. Vous voyez? Et donc, pour la croissance, etc., etc. Et ce champignon n'a pas de... Les champignons n'ont pas de sel. Donc, aujourd'hui, dès que vous allez en cardio, on dit tout de suite régime sans sel. Des fois, les gens ne savent pas ce qu'il faut consommer. Voici les champignons, vous pouvez consommer les champignons. Quand vous êtes diabétique, on dit régime sans sucre. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre dans les champignons. C'est une nourriture polyvalente pour un aliment complet. Un aliment sain et complet. Vous voyez. Les champignons remplacent la viande. Alors, pour parler d'opportunités d'affaires, est-ce qu'il y a une filière aujourd'hui organisée pour la culture du champignon? Malheureusement. Alors, donc, comment, pour ceux qui aimeraient bien se lancer dans la culture du champignon, quels sont les débouchés qu'on peut avoir? À qui est-ce qu'on va vendre? Est-ce que c'est forcément les supermarchés? Est-ce qu'on peut vendre aux particuliers? Comment ça s'organise? Maintenant, pour la filière, c'est pour cela que depuis un certain temps, je bouscule beaucoup la Chambre de l'agriculture, même au niveau du cabinet, au ministère, j'ai bousculé certaines autorités qui ont compris que les champignons aussi ont une place. Donc, j'ai déjà fait les statuts pour créer l'association de producteurs de champignons. On devait faire ça il y a des années, mais chaque fois, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, chacun veut protéger son petit marché. Mais avant la fin de cette année, nous allons avoir notre association
de producteurs de champignons. Ce qui est très important aussi à signaler, c'est qu'il y a un label champignon de Côte d'Ivoire. Parce que quand on préparait l'émission, vous avez dit par exemple que le champignon de Côte d'Ivoire est de très très bonne qualité. Vous l'avez dit même à l'entame de cet entretien. Est-ce que ce n'est pas un moyen sur lequel insister aussi? Parce qu'il y a le label Côte d'Ivoire chez nous. Mais bien le champignon est magnifique, c'est bien. Mais bien sûr, vous savez, les champignons sont très importants. En Europe, ça fait des milliards de dollars par an de culture des champignons. C'est des millions de tonnes de champignons qui sont cultivés. Il faudrait que nous entrions aussi, dans la danse. Mais on parle de nos champignons. Oui, c'est-à-dire, nous avons le champignon qui pousse sur le palmier, comme j'ai dit. On a le champignon qui pousse, qu'on récolte vers Tiasalé, janvier, février, mars et autres, Ndoussi, long. Avec les longues tiges. On ne s'est pas intéressé dans la culture des champignons. Ce champignon de Ndoussi, Tiasalé et autres, c'est un champignon qui est difficile à cultiver. Pour le faire, il faut... Bon, ça pousse sur des termitières. Et c'est une sorte de symbiose avec les excréments de termitières et autres. C'est ça qui fait que ça pousse. Donc, si vous voulez cultiver ça, il faut aller prendre une portion de cette termitière, mettre des bois et autres dessus, mais il faudrait attendre presque 2 ans. On n'a pas le temps d'attendre 2 ans. Alors, pour ces champignons-là, par exemple? 1 mois. Mais oui, 1 mois avec les déchets agricoles, épluchures de manioc, paille de riz, même la jacinthe d'eau qui vient sur la lagune. 1 mois, si vous avez mis les semences dedans, 1 mois, vous récoltez vos champignons. Donc les moyens, donc ça veut dire que, pour parler à ceux, par exemple, qui sont intéressés au niveau business, l'argent qu'on met là-dedans n'est pas aussi... Non. Voilà, précisez ça. Ça dépend. Vous voyez, si nous alignons 10 voitures ici, dont le prix va de 500 000 à 50 millions, vous aurez toujours des personnes pour prendre, parce que chacun le fait avec ses moyens. Donc, si vous voulez faire, par exemple, 1000 mètres de champignons, 1000 mètres carrés de champignons, il vous faut 4 millions, 5 millions pour des bâtiments qui vont durer jusqu'à 15 ans. D'accord. Ça, c'est en brique. Si c'est en planche, c'est-à-dire du bois, il faut à peu près 4 millions, 3 millions, 5. Mais là, vous allez récolter des champignons pendant 2 tonnes de champignons tous les 3 mois. Wow, 2 tonnes? 2 tonnes sur 1000 mètres carrés, vous pouvez récolter, vous pouvez faire des champignons pour récolter des champignons, 2 tonnes de champignons. Et ça fait combien en CFA quand on voit? Mais en CFA, ça fait 2 500 000 la tonne de champignons. La tonne de champignons frais, c'est 2 500 000, s'il vous plaît. Alors, est-ce que... Et sec, c'est le double. La tonne de champignons séchés, c'est 5 millions. C'est pas on dit, c'est moi qui vous dis. On vous croit en plus. Est-ce que, outre les champignons dont on a parlé, là, qui poussent sur les termitières ou sur les palmiers, que nous avons l'habitude de consommer et qu'on retrouve sur le marché, est-ce que les Ivoiriens sont de grands consommateurs de champignons, notamment des pleurotes ou des autres variétés? Est-ce qu'ils sont champignonesques? Oui, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que au départ, ou bien avant, on s'intéressait simplement aux champignons de cueillette et autres. Mais depuis que nous avons commencé la culture, on s'est rendu compte que les champignons, les gens en prennent l'habitude d'en consommer. Parce que quand on a fait, en 97, début 97 par exemple, nous sommes partis à l'INSP, où on est parti voir les diabétologues, et quand il a expliqué les bienfaits des champignons, on commençait à acheter. Vous voyez, on est parti au Bénet, dans les hôtels. Avant la crise, par exemple, Hôtel Ivoire pouvait nous commander... Merci de ne pas citer. On va pas citer. Les grands hôtels pouvaient nous commander 30 kilos de champignons. À peine 3 jours après, encore, on a une grande conférence, un grand séminaire. C'était comme ça, tous les hôtels. Justement, ma question, M. Segbo, est-ce que le champignon, la consommation de champignons n'est pas inhérente seulement à une certaine élite? Est-ce que l'Ivoirien lambda mange des champignons régulièrement? Les Ivoiriens mangent les champignons régulièrement quand ils en trouvent. Seulement, c'est saisonnier. Voilà. La raison pour laquelle il faut maintenant cultiver. Parce que, vous savez, les champignons, pourquoi c'est intéressant? Le champignon est la seule culture qu'on peut faire dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Wow. C'est très important. Quel que soit le climat. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'eau? On a besoin de beaucoup d'eau. J'en viens, j'arrive. Vous voyez? Donc, c'est la seule culture qu'on peut faire dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. De 2, c'est la seule culture qui peut pousser 12 mois sur 12. 12 mois sur 12, on peut récolter les champignons. J'imagine déjà. Et encore plus grave, plus intéressant,
on peut faire l'ensemencement de sorte que tous les 2 ou 3 jours, vous récoltez les champignons. C'est la seule culture, monsieur et madame. Wow. C'est la seule culture où on peut récolter pratiquement tous les 2 jours. Vous en connaissez d'autres cultures? Non, monsieur Segbo, c'est une certaine manière pour nous de nous dire que vous êtes... Ça va chez vous, vous êtes riche là. Je ne me plains pas. Eh oui, la vérité est sortie. Alors, je ne me plains pas parce que les champignons, bon, c'est pour cela que je suis très heureux de se retrouver sur ce plateau parce que c'est pour passer cette idée, ce message. Quel est ce message? Moi, ma vision, je l'ai déjà expliqué. De faire de la Côte d'Ivoire, contribuer à faire de la Côte d'Ivoire le premier producteur, consommateur et exportateur de champignons. Je vais vous donner tout juste quelques chiffres. Si nous arrivions avec toutes ces émissions, passages à la radio, des grandes conférences de presse et autres, à amener seulement 1 million d'habitants de Côte d'Ivoire à consommer 100 grammes. 100 grammes de champignons, c'est ça qui est là. 100 grammes. Il va bloquer le paquet. Vous pouvez même enlever pour montrer. 100 grammes seulement. Oui. Vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça. C'est bon au toucher, c'est doux au toucher. 1 million d'habitants de Côte d'Ivoire qui consomment seulement 100 grammes de champignons par mois, pas par jour, pas par semaine. Ça fait 100 tonnes de champignons qu'il faut cultiver. Et ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait des emplois. Ça crée des emplois. Vous voyez toutes nos femmes qui font arracher dans zone rurale. C'est essentiellement même nos femmes en zone rurale, vous voyez, qui vont bénéficier du travail. Exactement. Bon. Et puis les champignons, les enfants qui consomment régulièrement les champignons tombent rarement malades. Wow. C'est très important. Je répète, les enfants qui mangent régulièrement les champignons tombent rarement malades. Et qu'est-ce que nous avons fait, mon collègue et moi? Qu'est-ce que nous avons fait depuis 1998? Nous avons fait une étude avec l'université d'Anguille à Brocquois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé le champignon en poudre et nous l'avions associé à une céréale dont j'étais le nom, pour lutter contre quoi? La malnutrition infantile. Pour les bébés, c'est bon. Mais oui. Et nous nous sommes rendus compte que, bon, vous voyez, on dit que c'est bon pour lutter aussi. La FAO, UNICEF ont des normes d'alimentation. Et ce champignon, le mélange que nous avons fait, respecte toutes ces normes de la FAO et de l'UNICEF. Malheureusement, je suis toujours assis sur ce dossier. Non, franchement, vous en parlez, vous avez l'air passionné. Même contre la malnutrition infantile. On lance un appel également à toutes ces personnes-là autorisées, les voix les plus... voilà. On va finir là-dessus. On peut lutter contre la malnutrition, contre la pauvreté. La pauvreté. Ce sera votre dernier mot? Bon, si vous voulez bien. Mais sinon, il n'y a pas que les champignons comestibles. On a des champignons même médicinaux. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas venu comme médecin, mais je le dis, ce champignon, les professeurs qui connaissent ce champignon, qui s'appelle Ganoderma lucidum, on a un laboratoire ici, ça lutte contre un certain nombre de cancers. Je veux même rencontrer Madame la ministre pour lui montrer ça. L'appel est lancé. Voilà, je veux la rencontrer. Rassurez-vous, notre émission est suivie. Parce que c'est un champignon qui lutte contre un certain nombre de cancers. Merci, M. John Segbo. Rendez les champignons. Non. Rendez les champignons. On parlerait avec vous comme ça pendant des heures et des heures. Malheureusement, on est très circonscrit dans le temps. Vous pouvez retrouver la rediffusion de cette thématique-là aujourd'hui à partir de 14h15 sur RTI 1. L'appel est lancé pour toutes les autorités qui voudraient bien aider M. John Segbo pour la vulgarisation donc, des champignons. Vous pouvez donc rentrer en contact bien évidemment avec l'équipe de production de RTI 1 et de Matin Bonheur. Ce sera un plaisir. Merci, ça sont des mon laboratoire. Merci pour beaucoup. Faire et puis, émission réalisée par Félicité Soro, rédaction en chef, Kali Fadiga. Vive le champignon. Soyez champignonesques. Les semences, oui, donnez tout. C'est la semence des champignons.